Moi, ce que je voulais peut-être quand même dire avant de donner la parole avec à la salle, c'est peut-être souligner effectivement, alors on sent bien les points très, très positifs voilà, qui ont permis voilà, cette avancée technologique, puisqu'on est parti finalement d'un constat voilà, de difficulté d'accéder à ces fonds, de fonds qui pourtant étaient massifs, mais de très grandes difficultés, soit parce qu'il y avait des volontés individuelles de ne pas donner accès, soit parce qu'il y avait des difficultés juridiques. Il y avait aussi des problématiques de support qui se dégradent, voilà, qu'on connaît bien quand on gère des collections d'archives audiovisuelles analogiques. Et puis finalement, ce recours à la numérisation, d'abord pour parer au plus pressé, c'est-à-dire la sauvegarde des supports et le contenu des informations. Et finalement, lien logique, à partir du moment où on a sauvegardé, on voit bien effectivement par le retour de vos 3 expériences que tout de suite, ça a été l'ouverture vers une valorisation qui finalement fait partie de la démarche de l'ethnomusicologue ou de l'amateur qui s'intéresse et qui veut conserver la musique produite sur son territoire. Donc ça me paraît très, très important parce que vos 3 expériences montrent également que la numérisation ou la production nativement numérique des enregistrements, c'est aussi finalement une ouverture, bien sûr, mais c'est surtout restituer les collectes massives qui ont été effectuées, parce que là où avant on faisait des consultations sur certaines parties du fonds, enfin de façon un peu limitée, c'est un petit peu ce que vous avez dit, Vincent, quand il y a eu l'ouverture de ces différentes antennes à différents endroits de Bretagne, mais sur des petites parties du fonds. Finalement, effectivement, la numérisation, la mise en place de ces portails, c'est la possibilité de restituer l'intégralité du fonds, mais un peu plus, avec une vraie réflexion sur comment on veut mettre en accès, qu'est-ce qu'on veut faire. Et je crois que là, on a 3 approches assez différentes, mais très, très intéressantes pour chacune. Et surtout, ce que j'ai trouvé particulièrement significatif, c'est cette volonté d'enrichir avec d'autres éléments, que ça soit effectivement, alors en étant ouvertement un portail participatif qui permet d'ajouter des collectes qui sont faites par tout un chacun, enfin toute personne qui finalement se découvre collecteur, euh, soit au sein de sa famille, soit dans sa localité, où là, effectivement, avec le portail Les Réveillés, cette possibilité d'y ajouter tout ce qui a constitué la démarche très particulière de ces 2 chercheuses, mais globalement quand même des chercheurs des ATP, d'enregistrer, mais également de noter les partitions, de créer des petits carnets de collecte, de dessiner, de photographier, de filmer, enfin vraiment une collecte d'une richesse incroyable. Et effectivement, on a cet accès grand public, Les Réveillés, qui donne à voir des éléments, voilà, un choix, on va dire, qui est le vôtre, et derrière cette base de données qui restitue l'intégralité. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est comment chacun, vous avez trouvé des solutions par rapport aux difficultés juridiques pour effectivement surmonter et vous appuyer sur ce que permet également maintenant l'arsenal législatif, c'est-à-dire d'ouvrir les fonds à partir du moment où ils sont numérisés. Donc je trouvais effectivement que ça, voilà, l'ensemble de vos interventions permettait de voir ce que permettaient effectivement toutes ces mises en réseau et voilà, cette ouverture au monde et au public
de fonds qui, sinon, restaient très confidentiels, pour tout un tas de raisons, mais en tout cas, restaient très confidentiels. Claire, je veux bien que tu ouvres peut-être aux questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Claire. Voilà, on a 31 participants. Donc, ceux qui souhaitent apporter une question. Bonjour, Stéphanie Ange pour Diaz Interregio. Moi, je veux bien poser la question des originaux et de la conservation des originaux, notamment à Fanny et à Vincent, parce que c'est une problématique qui se pose aussi. Et surtout, ce qui m'intéressait beaucoup, Fanny, c'était dans le côté ouverture participative aux déposants, finalement, enfin aux déposants, aux amateurs. Et quel travail de sensibilisation quant à l'original, même s'il ne rentre pas forcément tout de suite dans les collections, c'est juste le fichier numérique qui va être disponible. Est-ce que vous avez ce travail de sensibilisation à la conservation de l'original pour pouvoir y revenir par la suite? Et puis Vincent, c'était sur les 2 campagnes de recopies successives des masters et de savoir qu'en est-il de l'original. Merci. Alors, donc nous en fait, on n'a pas pour vocation la conservation. On est une petite association, on est né en 1997 et on a déjà déménagé multiples fois. On n'a pas des locaux très confortables et on n'a pas donc vocation à conserver. On est en cours de partenariat, on va dire, avec les lieux dédiés à la conservation. Ici à La Réunion, les archives départementales. C'est quelque chose qui va être fait sur du long terme parce qu'effectivement, nous avons des documents qui sont fragiles et d'autant plus avec l'humidité ambiante qu'il y a ici. Nous, à notre niveau, on essaye de les conserver le mieux possible, sachant que tous ces fonds vont être reversés aux archives départementales. Voilà, un vrai lieu qui a cette vocation. Pardon, la suite de la question. C'était par rapport au dépôt, enfin l'ouverture que vous faites aux amateurs sur la plateforme et donc à cette nouvelle entrée en fait finalement de fonds et de savoir, donc ils vont déposer, si j'ai bien compris, directement en numérique ou alors ils vous apportent les fonds que vous numérisez et que vous pouvez ensuite mettre en ligne. Mais quand ils déposent uniquement une version numérique, ou enfin, est-ce que vous avez un discours quant à la conservation de l'original avec eux? Bon, c'est vrai que nous, on a des serveurs donc adaptés à tous ces stockages qu'on a quantifiés, on va dire. Comme je vous dis, on souhaite pas dépouiller les gens. Donc, quand ils n'ont pas le moyen de traiter, c'est nous qui numérisons et on rend les originaux. On ne souhaite vraiment pas garder ces originaux. Quant au format numérique, en réalité, donc ils sont directement mis par l'intermédiaire uploadés directement par les utilisateurs sur le site. Et nous, on a un système qui nous permet effectivement de sauvegarder comme il se doit tous ces données numériques. Mais encore une fois, voilà, tout ça est en cours d'expérimentation, en cours de montage et on n'a pas vraiment encore communiqué auprès des publics en leur disant, en faisant des grandes campagnes, en disant bon ben voilà, la phonothèque elle sert à ça, vous avez forcément des documents chez vous, pensez à les valoriser, pensez à les sauvegarder avant tout. Voilà, on n'est pas encore passé à ce stade de communication. Pour la simple et bonne raison qu'on a des fonds déjà au sein des 8 structures dont je faisais allusion, on a déjà du fonds matériel qu'on va traiter en urgence parce que justement on constate que ces supports sont fragiles. Mais voilà, on n'est pas passé encore dans cette seconde phase qui consistera à communiquer vraiment auprès du grand public. Merci. Et pour ce qui concerne Dastum, donc pour ce qui concerne la conservation des supports physiques, alors les locaux de Dastum ont déménagé il y a 2 ans. Donc actuellement, on a un local pour les archives
Alors, on n'a pas encore accès, nous non plus, à des vrais magasins de conservation comme on peut avoir dans les musées ou dans les centres d'archives départementales. Donc, ça, il y a des discussions depuis plusieurs années récurrentes un petit peu pour chercher une solution vraiment parfaite de ce point de vue-là, mais ce n'est pas encore possible. Donc, pour l'instant, nous, on a un local qui convient relativement bien, qui est assez tempéré, qui est semi-enterré. Donc, la température, naturellement, ne descend pas en dessous de 13 degrés l'hiver et ne monte pas au-dessus de 19-20 degrés l'été. Et puis, on a un simple appareil pour contrôler le taux d'humidité, un appareil qui vaut quelques centaines d'euros, là, qui tourne en permanence et qui régule l'humidité entre 45 et 50% d'humidité. Donc ça, c'est pour la partie physique. Alors, ces supports physiques, ça comprend à la fois les originaux qui sont de plus en plus nombreux maintenant à nous être confiés. Hein. Comme je disais tout à l'heure, pendant longtemps, on ne cherchait pas à les avoir parce qu'on n'avait pas les moyens de bien les conserver pendant longtemps non plus. Hein. Mais maintenant, on commence à en récupérer de plus en plus, y compris des fonds qui avaient été déposés il y a 20, 30, 40 ans et qui avaient été copiés à l'époque. Et on s'aperçoit qu'en récupérant les originaux, souvent, on a de bonnes surprises. Parfois, les originaux ont été mieux conservés que nos copies, ça peut arriver. Parfois, les indications manuscrites qui peuvent exister sur l'objet, les papiers pliés dedans, etc., peuvent nous ramener des informations qui avaient été perdues lors du premier dépôt, etc. Donc, il y a beaucoup d'intérêt, évidemment, à récupérer les originaux. Après, nous, les supports de copie, de conservation, les premiers supports, les grandes bandes analogiques qui nous servaient de supports de conservation, qui prenaient pour nous valeur d'originaux, si on veut, puisqu'on n'était pas sûr du tout de pouvoir retourner aux originaux un jour. Donc, ceux-là sont conservés, évidemment, dans les mêmes conditions, précieusement. Et pour la suite de la question, le transfert de la première génération de bandes à la deuxième génération de bandes, effectivement, évidemment, on conserve précieusement les deux jeux de bandes, hein, bien sûr. La numérisation a été faite à partir du deuxième jeu. À l'époque, il y a eu des tests de fait pour comparer un petit peu. Donc, la numérisation a été faite plutôt à partir du deuxième jeu, mais il n'est pas exclu que dans certains cas, pour telle ou telle bande, la première génération aurait été meilleure, etc. Mais les tests ont été faits sur des sondages et pas bande par bande, sinon ça aurait été trop long. Donc, on conserve bien sûr les deux jeux de bande. On conserve aussi précieusement les cassettes de consultation qui ne servent plus, bien sûr, mais qui quelquefois permettent de combler des manques dans les bandes de conservation. Donc, tout ça est conservé. Et pour les fichiers numériques, on a un serveur en local, un gros serveur RAID, et puis dans lequel on conserve à la fois les fichiers haute définition, les fichiers basse définition pour l'accrochage sur la base de données, et puis l'ensemble est sauvegardé sur deux unités physiques extérieures également. Voilà. Merci. Une question, là, une main levée, allez-y. Oui, bonjour, Pascal Legrand, archiviste au Centre national du cinéma et l'image animée. Et j'aimerais savoir si vous avez une idée, si vous pouviez dresser une sorte de cartographie ou de typologie des réutilisations. Je crois que pour vous, Monsieur Morel, comme vous identifiez ceux qui souhaitent réutiliser, ceux qui veulent avoir accès à vos données. Donc, du coup, est-ce que vous avez une idée sur quantifier un peu les réutilisations et notamment pour j'avais dans l'idée de savoir si vous aviez pu collecter les créations qui auraient pu être faites à partir des données et des fonds sonores que vous conserviez. Alors après, évidemment, la question s'adresse à vous trois. Hein. Pour Dastum, moi je peux. Alors, on n'a pas d'études chiffrées précises, on n'a jamais pris les moyens de faire un vrai travail là-dessus, alors qu'effectivement il y aurait matière. Par contre, on a quand même des idées assez précises. Donc, l'essentiel, historiquement, les utilisations les plus nombreuses des fonds Dastum, c'est évidemment tous les musiciens et chanteurs du milieu des musiques traditionnelles. Alors, on a toujours tendance à parler de création, mais moi je précise toujours, la plupart de ces gens-là réutilisent les matériaux pour leur propre pratique. C'est pas forcément une création, ça peut être aussi très souvent pour rechanter ou rejouer ces airs-là tels quels sans forcément les inclure dans des créations au sens. La pratique musicale moderne dans les musiques traditionnelles, elle est faite un peu de tout ça, à la fois des perpétuations de pratiques telles quelles et aussi des créations, des innovations, etc. Donc, il y a des dizaines ou des centaines de musiciens en Bretagne qui utilisent les fonds pour les réinterpréter. Hein.
Alors, de façon plus marginale, quelquefois, ils peuvent nous demander, là, dans ce cas-là, ils nous demandent l'autorisation, comme je disais, pour inclure un morceau d'archive sonore dans un disque ou dans un spectacle, ça peut arriver, mais la plupart du temps, ils utilisent les matériaux pour les réinterpréter, donc les réinterpréter eux-mêmes, et donc ça, c'est entièrement, ils le font entièrement librement. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de monde en Bretagne. Une bonne chose aussi qui est intéressante, c'est que depuis quelques années, se sont développés les diplômes au sein des cursus de conservatoire dans les départements de musique traditionnelle. Donc les jeunes qui étudient là-dedans ont des épreuves musicales, mais aussi des dossiers à rendre. Et donc là, systématiquement, donc il y en a plusieurs dizaines en Bretagne chaque année, systématiquement, ils utilisent abondamment les sources de Dastum, les citent dans leurs dossiers, etc. Donc là, on sait que les archives sonores servent dans ce milieu-là. Après, on peut étendre ça au milieu étudiant en général. Donc là, il n'y en a pas tant que ça, mais on a quand même régulièrement des étudiants dans divers domaines, la fac de Celtic, la fac d'histoire, la fac de sociaux, etc. On a des étudiants qui peuvent venir utiliser nos fonds, ou des chercheurs. Et puis après, on a des sollicitations assez régulières de plus en plus depuis un certain nombre d'années par les expositions. Donc tous les musées, les écomusées qui font des expositions depuis une bonne quinzaine d'années, même un peu avant, mais prennent systématiquement maintenant le réflexe de venir voir chez nous. Alors soit ils consultent eux-mêmes, ou soit ils viennent nous demander si on a des choses sur leur sujet. Donc là, on passe des conventions avec eux pour qu'ils puissent réutiliser tel ou tel enregistrement tel quel voilà. On a quelques cas de radio associative qui utilisent régulièrement nos fonds, avec qui on travaille de façon régulière aussi. Voilà ce que je peux dire. Et puis il y a encore, ouais, il y aurait encore d'autres choses à dire, mais voilà un petit peu les grands domaines de sollicitation qu'on peut avoir. Je vais une dernière chose. Pour vous rappeler l'heure. Oui, on passe à la deuxième table ronde, mais c'est vraiment passionnant, et puis ça inspire des envies de travaux et de recherche, encore plus avec ce matériel à disposition.